J'ai une carrière d'ingénieur parce que, étant pas trop mauvais en maths quand j'étais gamin, j'ai été reçu à l'école centrale dans les années 50. Mes parents voulant bien faire, c'est ce qu'on pouvait faire de moins mal. Et à l'école centrale et avant d'ailleurs, en taupe, enfin dans les préparations, je faisais avec intérêt, mais un sentiment de malaise. Je sais pas, c'est pas qu'on vivait à l'époque Mendès France, hein, vous voyez l'ambiance des années 50 pour ma génération. Et rien de tout ça ne me semblait à l'échelle du... Je passais mon temps à batailler sur la position des salles d'attente dans les gares, dans les plans types des gares de la SNCF. Oui, c'était ça l'essentiel d'un cours de transport. Oui, oui. Je galège, mais et le cours de turbine, c'était des maths. Je n'avais jamais vu une turbine de ma vie. Je ne comprenais pas comment on faisait pour dessiner les élèves, ah bon, etc. Plein d'événements, mais je me souviens d'un déclic assez fort quand on a commencé à parler dans les années 54-55 du développement à peine naissant de la recherche opérationnelle. Alors là, c'était assez intéressant dans ma tête. Ce que tu fais comme culture en même temps, les maths, etc., ça peut servir à permettre aux êtres humains de vivre ensemble, à ne pas gaspiller, à gérer intelligemment, à anticiper des événements, à prévoir, à se rendre compte, à optimiser. C'était naïf, mais assez motivant. Tout ceci a roulé beaucoup. Je passe vite, mais ça a sûrement marqué fort 30 mois d'Algérie, dans cette période assez infernale. On n'en sort pas neutralisé, mais disons que depuis, j'ai assumé tout ça. Et puis en revenant, vie professionnelle, que faire métier d'ingénieur. J'ai cherché une entreprise qui faisait de la recherche opérationnelle, il n'y en avait pratiquement pas. Il y en avait deux. L'une avait embauché tout qui le pouvait, et la seconde c'était la Shell, d'où mon départ. Ils avaient un service de recherche opérationnelle, c'était le premier à faire ça dans les années 59-60. Et la recherche opérationnelle. Voilà. Alors, pour l'anecdote, c'est pas indifférent. Ils m'embauchent, ils me disent, oui, mon garçon, mais pour vous rendre service pendant 1 an ou 2, vous pouvez faire d'abord un vrai métier d'ingénieur pour vous confirmer votre carte de visite, parce que sans ça, vous ne serez pas crédible. La barbe. Enfin bon, allons-y, puisque je voulais tellement faire ça. Et j'ai la chance d'être envoyé dans un service qui faisait du développement lubrifiant. Et c'est là où j'ai perçu par la chair la complexité d'une fonction que personne n'apprend dans aucune école. La fonction lubrification dans le monde. C'est d'une complexité infinie. Le frottement, la chaleur, la vitesse, supprimer le lubrifiant, la planète entière s'arrête. Oui, non, plus de cartilage, vous n'existez plus. Tous les moteurs, les portes. Et l'espèce d'inattention, enfin à la fois pragmatiquement tout le monde l'a inventé, mais l'espèce d'inattention, vous devez vous souvenir, c'est l'époque où il fallait faire fréquemment des vidanges dans nos voitures, hein, les anciens là, vous peut-être moins, mais lui pas du tout. Oh, il n'est pas si que ça, lui. Etc. Bon, donc là j'acquiers un métier d'ingénieur à la recherche, et c'est qui m'a imprégné. Et surtout je réalise que sans l'intervention d'un tiers, je ne peux rien relier. Alors la métaphore un peu naïve, mais injecter du lubrifiant pour que tout... La métaphore était si forte qu'elle m'a... Elle a ramifié. Puis recherche opérationnelle, là j'ai beaucoup de chance, je suis embarqué dans des aventures fantastiquement technocratiques, des programmes linéaires de 500 équations sur des ordinateurs qui coûtaient. J'ai passé 40 heures de nuit au chevet du plus gros ordinateur qui existait en France. Pourquoi la nuit? Parce que la location coûtait moins cher. Pour calculer le premier programme linéaire de 513 équations qu'on a calculé au monde. Quand vous avez 30 ans, c'est exaltant. Après, j'ai continué ma carrière Shell qui s'est développée sympathiquement, dans un climat quand même très technocratique, mais plus j'étais jeune technocrate, les cerveaux d'acier au 7e étage, vous voyez l'ambiance caricaturale, mais assez réelle
plus je commençais à sentir que ça coinçait. On m'envoie sur le terrain faire de la logistique. Là, j'apprends du métier qui me fait chaud au cœur. Les chefs de dépôt, les camions, les facturiers, les contrats, les clients. J'avais la main dans le cambouis. Et en plus, dans l'entreprise depuis très longtemps, je râlais parce que, bon, on avait beau ne pas s'apercevoir qu'on faisait des tas de bêtises, je sentais à quel point on était inculte par rapport à ce qu'on faisait. Ce formidable tissu à la fois humain, industriel, économique, et on avait des schémas mentaux de l'école Taylor, quoi, vous voyez, enfin, pour faire bref, quoi, les mêmes Saint-Simoniens, parce que ça grouillait de polytechniciens, tout ça. Alors je coinçais, j'étais un revendicateur de formation, de culture. Mai 68, j'ai la chance, assez insolite, le PDG de l'époque, qui était un type pas mal, de Shell, me fait appeler, enfin me fait dire, voilà, on vous propose de vous passer pendant quelques années dans l'université, parce qu'on a pris conscience que la rupture société, économie et entreprise et université, mais 68, c'était le clash affreux. Il faut s'en tirer, pour s'en tirer, il n'y a qu'à prendre des cadres de l'industrie, les nommer profs, et du coup, tout sera résolu. Je simplifie. Alors je réponds, ouais, pourquoi pas, je vais bien réfléchir un peu, mais si vous voulez que j'enseigne, il faut que j'apprenne. Alors si vous voulez que j'apprenne, je ne vois pas beaucoup d'autres solutions. Les business schools américaines, il y avait la réputation vue de loin. Mais ça va beaucoup coûter cher. Banco, enfin, je résume. Alors, là, je privilège, à 40 ans, me voilà à Boston, avec femme et très jeunes enfants, à moitié Harvard, moitié MIT, pendant un an. Un privilège que peu d'êtres humains de ma génération ont eu. Qu'est-ce que vous retenez de l'année MIT et de votre passage aux États-Unis, les rencontres que vous avez faites là-bas? Là. Vous avez raison de me faire revenir là-dessus. Oui, j'ai compris qu'ils n'en savaient pas beaucoup plus que nous pour ce qui était de ballons, mais il y avait là-dedans des ambiances nord-américaines. Moi, je l'ai connue par la côte Est pendant que Morin la connaissait, Edgar Morin la connaissait par la côte Ouest, il l'a assez raconté. Mais ma principale découverte, s'il y a un nom fort, c'est Herbert Simon, qui en plus parlait dans son principe, ce que je considère comme son principal bouquin, celui que j'ai traduit en tout cas, à des ingénieurs. C'est des conférences au MIT, et où il disait attention, la culture d'un ingénieur, c'est pas seulement d'appliquer des connaissances faites ailleurs, c'est de générer à partir de son expérience la capacité à concevoir, à former projet, à contextualiser. Ça m'a beaucoup marqué, je suis devenu surtout qu'en plus, il avait pour moi un autre mérite, aucune discipline de l'enfermer. Il ne l'enferme. Il a eu des prix et des médailles et des Nobel et tout ce que vous voulez dans toutes les disciplines. C'est pour ça d'ailleurs que tous les universitaires le rejettent, parce que qui sait ce gars qui non seulement est aussi québécois dans mon territoire, mais est aussi il m'humilie, donc enfin, dans la réussite depuis. Je milite sans discontinuer depuis maintenant 36 ans pour faire passer les principaux arguments d'Herbert Simon, malgré sa noblesse institutionnelle indiscutée. J'ai jamais pu faire rentrer une petite plus d'embryon dans le système culturel français. Je ne sais pas où se fait le blocage. Quels sont, si vous pouviez lire en 2-3 mots, les principaux enseignements de Simon? Il y a beaucoup de choses. Prenons un. L'argument pivot est probablement ne te représente pas les choses en te disant de quoi elles sont faites, demande-toi ce qu'elles font. Une pensée très fonctionnelle. Il ne voulait pas dire systémique, mais il disait fonctionnelle. Et quoi que tu fasses, tu as à concevoir et à architecturer, à mettre en œuvre, à relier pour que ça fonctionne. C'est pas parce que c'est là, c'est parce que ça fonctionne.
que ce soit la façon dont fonctionne le cerveau humain. Alors, oui, bien sûr, faites de la neurologie, découpez nos neurones et nos synapses en petits morceaux. Bon, très bien, mais moi, ce qui m'intéresse, vous avez raison, de toute façon, ce que vous avez trouvé, ça va changer dans 3 ans, dans 5 ans, dans 30 ans. Par contre, la façon dont ça fonctionne, là, j'ai quelques... Alors, par exemple, j'observe que vous ne pouvez pas manipuler dans votre tête, dans une seule picoseconde, plus de 5 concepts, 5 unités à la fois. Donc, vous êtes limité par le fait que vous ne pouvez pas avoir au même instant en tête la totalité de ce que vous devriez connaître. Deuxièmement, vous êtes capable de retrouver dans votre mémoire, mais peut-être parfois, long terme dans son jargon, enfin, après des milliers de promenades dans ce fantastique labyrinthe, et vous pouvez même vous inventer des heuristiques, des modes de raisonnement, c'est son mot favori, il est passé en un mot de l'algorithme à l'heuristique pour rendre compte de nos raisonnements. Vous voyez ce que je veux dire par là? Autrement dit, j'ai des règles de recherche, mais je n'ai pas la certitude qu'elles me mènent à un résultat. Je tâtonne. Ces principaux textes, ces principaux schèmes mentaux, c'est le mode du labyrinthe. Nous vivons à chaque pas, j'ai plein de couloirs possibles, lequel je prends. J'essaie, je verrai bien, j'essaie. Là, il y a une autre porte. Ce tâtonnement mental, qui est aussi notre tâtonnement socioculturel. Alors, en plus, ces travaux en sociologie des organisations, le fait que les organisations ne sont jamais des systèmes monoculturels, mono-finalisés, pragmatiques, tâtonnants, oscillants, variants, c'est pas dur. Mais ça marche. Et la conclusion de Simon aurait été, on ne s'organise pas d'abord pour produire, on s'organise pour que vaille, prendre des décisions ensemble. D'aller plutôt dans ce sens-là. C'est pas bon ce qu'on fait, mais au moins enfin on y arrive. Sans ça, ça serait l'enfer. Bon voilà à peu près ce genre d'image et beaucoup d'autres. Je reviens en France. Bon, je me passionne très vite, système d'information, organisation, gestion. Et puis je découvre seulement à ce moment-là, mais c'était plus facile à trouver, le paradigme perdu Edgar Morin, puis peu après la méthode. Avec toute l'histoire. Je me passionne pour systémique, je crois que j'invente le mot même dans les années 74-75. Pourquoi? Parce que j'avais ramené d'Amérique Bertalanffy et tout le discours Systems Approach. Et j'avais un malaise. Si vous prenez mes 2 premiers livres, Système d'information, Système de décision, ça correspondait à ce que je devais enseigner à Aix. J'étais obligé de faire un gros chapitre d'entrée sur théorie des systèmes, puisque c'était le... Et bon, ce que j'écrivais, j'étais sûr de moi, j'avais ramené tout ce que je pouvais d'Amérique, et même en France, il y avait un peu Barrel qui commençait à tirer, battait ça. On était en quelle année à ce moment-là? Quand vous rentrez des États-Unis, c'était en quelle année? Je commence à enseigner en France en octobre 71, donc je suis rentré en juillet-août 71. Et je me dis, bon, ça tient pas, ce truc. J'ai trouvé après dans le livre de Morin la phrase que je chantais mais que je n'avais pas à dire. Dans le tome 1, il dit, la théorie des systèmes de Bertalanffy a omis de creuser ses propres fondements. Et c'était ça que je sentais intensément. Sur quoi ça repose, ce truc? Et toute phrase qui commence, et toutes les phrases, y compris chez vous, un système est un ensemble de... point de suspension, vous mettez éléments, en interaction, etc. Enfin, cette phrase-là est fantastiquement perverse. C'est pas un ensemble. Sans ça, vous n'avez qu'à dire que je suis une théorie des ensembles. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je le sentais intensément, mais tout le monde, un système d'information, c'est un ensemble fait d'ordinateurs, de logiciels, d'organisations, de comptables, et de personnel et d'informaticiens. Vous voyez le modèle d'enseignant, qui continue d'ailleurs. Donc j'avais un sentiment il fallait creuser. Alors je creuse. Toutes les années 74, 15, 16, j'investis, je tourne, je lis tout ce que je peux avec une espèce de boulimie. Et puis ça donnera en 77 la théorie du système général, théorie de la modélisation. Et c'est là où je réalise, regardant avec l'éditeur, enfin des plus, il ne fallait pas. C'est pas la théorie du système général qui est importante, c'est théorie de la modélisation.
si le concept de système est important, c'est pas parce qu'il est le père d'une théorie, c'est parce qu'il est le qualificatif d'une façon de me représenter le monde. C'est ça. La modélisation est systémique, et donc le contraste ou analytique ou systémique. Alors ça, là je sais de quoi je parle. Je m'inscris à un niveau méthodologique, mais du coup plus épistémique. J'applique pas une théorie. Le discours du système de gestion, c'est l'enfer. Il n'y a qu'à appliquer la théorie des systèmes. Et en appliquant la théorie des systèmes, qu'est-ce que je trouve? Je trouve qu'il faut que les patrons soient gentils avec les ouvriers, comme ça les entreprises sont bien gérées. Je galège, mais à peine. Prenez les ouvrages qui parcourent la littérature. Et chez certains thérapeutes que je situe, j'entendrai à peu près le même discours. Il n'y a qu'à appliquer théorie des systèmes et mes patients seront guéris. J'exagère, d'accord. C'est un peu caricatural, on va dire. Mais vous m'accorderez qu'il y a une certaine naïveté. Alors remplacer théorie des systèmes par Bateson, par Palo Alto, peut-être ce que vous voulez. Mais le cœur de l'argument est il n'y a qu'à appliquer quelque chose une théorie scientifique bien validée, l'apprendre et puis la mettre en œuvre. Culture d'ingénieur, culture de médecin aussi d'ailleurs. Alors bon, ça me passionne, je m'enthousiasme beaucoup là-dessus. Je réalise que ce n'était pas une théorie générale des systèmes qui traduisait le mot General System Theory de Bertalanffy. Dans le texte de Bertalanffy, c'était bien une théorie du système en général. Oui, et ils font de la General Systems Research Society, le mot général s'appliquait à un système et pas à théorie. Ce basculement me fait bien percevoir la... Mais, bon, enfin, j'ai eu du mal à vendre cette idée, je ne l'ai pas encore vendue. Ça progresse, mais très lentement. Et donc mon livre sort à cette année-là, ça entraîne un peu un courant d'enthousiasme. Il paraît la même année, enfin, la méthode paraît quelques semaines avant. Donc alors là, j'ai quelque chose, ça y est, que je tiens. On me fait monter un big congrès, 800 personnes, modélisation des systèmes, à Versailles, avec Prigogine, Morin, Top, Von Forster, Dupuis, j'en oublie, le Tour, on s'envoie toute la... Oui, les grands, oui. Et c'était... Ça m'a provoqué un effet que je ne pouvais peut-être pas l'éviter. Je suis sorti de là en disant, ça y est, c'est gagné, c'est rentré dans nos cultures. C'est l'inverse. Ça a fait un effet de blocage. Bon, d'abord, j'étais provincial, j'étais dans le réseau, un peu sympathique, mais toutes les institutions, surtout parisiennes, oh là, attention, ce truc-là, il ne faut pas laisser les jeunes jouer avec ça. Il ne faut pas laisser les enfants. Non, on s'est réapproprié le truc. On a concentré tous les moyens pour faire de la technologie au nom de systémique très appliquée. Ça a fait un espèce de dessèchement de la culture. Toutes les années 80, ça a été assez désespérant en termes de délitement. Chacun voulait y arriver avec sa théorie qui expliquait le monde, quoi. Je résume Bertalanffy, Systems Everywhere. Vous vous souvenez de la première phrase du livre? Disait en anglais General System Theory, qui paraît en 68. Il écrit en 52-54, mais le premier chapitre, l'introduction, Systems Everywhere. Tout est système. Ce que je résume, ça fait image, mais on comprend. Au commencement, au livre 1 de la Genèse, il est écrit: au commencement, Dieu créa le concept de système et moula le monde autour. Si donc je connais le concept de système, je connais le monde. Vous voyez la métaphore et prenez la totalité de nos littératures, si on est prolixe, ce concept du système, de par le monde. Vous verrez que c'est désespérant, de certitude, là où il faudrait douter, on est plein de certitudes. Vous en êtes venu à un moment donné à rentrer dans le constructivisme, oui, ou même participer à son élaboration, je veux dire, à l'inventer presque. Beaucoup de choses m'ont aidé. Je découvrais Valéry, qui me faisait lire l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Je rentrais dans les cahiers de Valéry. Je lisais l'organisation, la chose organisée, l'action d'organiser sont inséparables. Ah, moi
j'avais toujours appris précisément à séparer le moteur, le fonctionnement. Formation d'ingénieur. Carrément. Des milliers d'arguments comme ça. Je lisais, car dans le total, art et science sont inséparables. C'est toujours l'esprit humain qui m'a envoyé, etc. Donc tout ça, ça s'imprégnait, ça se moulinait. Et je reviens un peu tard, à partir de 75, mais je fouille bien la logique et connaissance scientifique de Piaget. Et je m'aperçois qu'en dernière partie, toute sa grande construction épistémologique des deux gros derniers chapitres, il fait émerger le concept fort. Il prononce le premier, le mot épistémologie constructiviste. Et il l'accroche avec une formidable tradition où je me mets à lire. Il prend le mot chez Brouwer. Autrement dit, chez le mathématicien transfuge, qui avait dit, mais je suis quand même pas acculé à ne raisonner qu'en excluant le tiers de mon raisonnement. Ce qui a rendu les matheux fous, ils l'ont foutu à la porte, ils l'ont fait mourir. Enfin bon, pendant un siècle, le bourbakisme a écrasé Brouwer. Donc Piaget avait été voir, et j'ai cru longtemps que l'expression constructivisme radical, parce que le mot constructivisme radical est chez Piaget parlant de Brouwer, venait de Brouwer. En fait, il vient de William James. C'est assez impressionnant cette histoire. Enfin, bon. Donc, je réalise que je trouvais chez Piaget un argumentaire, dans cette dernière partie, qui me libérait en tout cas du positivisme prégnant dans lequel j'avais été englué à mon insu, mais fortement, et qui me conduit assez spontanément, c'était passé. Bon, il faut passer du concept d'un univers câblé à un concept d'univers construit. Je n'ai pas à découvrir un plan de câblage préexistant, j'ai à me le construire dans ma tête. Bon, la fameuse phrase « L'intelligence organise le monde en s'organisant elle-même », elle date de 1935. 1935, c'est inouï. Ça y est, l'édifice... Ça se met en place. L'édifice se mettait en place. Et mon premier gros texte, alors j'ai eu une chance, toute ma vie est faite de ces petites chances. Bon, vous me direz, il y a à côté, il y a des coups de malchance. J'ai la chance d'écrire, un peu par provocation, un dialogue avec des gens, un gros papier, en 78-79, qui s'appelle Systémique, je crois que c'est Systémique et constructivisme. Épistémologie systémique. Où je creuse tout ça et j'essaye de relier en quelque sorte Piaget et tout ce que j'avais vu. Ça se tenait pas mal, dans ma tête en tout cas. Merci. Et je reçois une lettre de Piaget, cher monsieur, on a vu votre texte, on fait notre prochain séminaire d'épistémologie génétique à Genève en juin prochain. Est-ce que vous pourriez venir présenter votre papier? Il est là. J'ai eu la chance, si vous voulez. Pendant longtemps, j'ai dit j'ai un triangle d'or à la fin des années 70. J'ai rencontré Simon, Morin, Piaget. Et je passe mon temps à les faire tourner l'un à l'autre. Je me souviens, ils sont jamais plug to plug. Mais... Vous mettez de l'huile. Et donc j'ai la chance de rencontrer physiquement Piaget. Quelques heures dans sa mort, en fait. Ça a été encore plus impressionnant. Je ne veux pas vous raconter ça, c'est trop long, mais c'est pour que vous sentiez la prégnance. Alors, à partir de là, j'arrive à la forte conclusion, si tu ne t'obliges pas, à un mot de Piaget, à une critique épistémique interne forte, à te demander sur quoi tu reposes ce que tu as su. Je sais qu'il n'y a plus une certitude absolue, quoi. Bon, c'est les contraintes, c'est Maman ou Popper publie, je crois que c'est en 80, on publie en France en 82. Le plaidoirie pour un indéterminisme, mais il a raison, c'est vrai. On n'a pas la certitude rationnelle que tout est déterminé. C'est pas exclu que ça se produise. Que ce soit arrivé à être de plus en plus dans une logique de tiers inclus. Tiers inclus. Voilà, tout ceci s'emboîtait avec beaucoup d'autres choses.
Donc j'écris beaucoup. Alors, il faut une année pivot à partir de là. Le basculement pour jouer. Le constructivisme commence à prendre corps vraiment dans les années 79-84. Mais il va s'enrichir formidablement par Morin et parce que ça va entraîner autour du concept de complexité. Rien que ça se disjoint. Les systèmes ne sont pas dans la nature, mais dans l'esprit des hommes. Je dis, la complexité n'est peut-être pas dans la nature, mais dans notre façon de représenter le monde. Si je veux percevoir le monde simplifié, j'y arrive. Et j'y suis arrivé pendant très longtemps. Une dictature, c'est simple. Et mille autres choses, c'est... par contre, écrire la terre est bleue comme une orange, ça c'est pour l'orange bleue des Belges. Ça c'est pas ça. Ça, il faut que j'ai un entendement. Merde, elle est bleue ou elle est orange? Non, elle est bleue comme une orange. Alors ça, je galège avec cette boutade, mais ça parle. Donc c'est dans ma tête. J'assume que je n'épuiserai jamais le mystère mon mystère dans un monde qui est mystère. Que je cherche sans arrêt à me comporter avec autant d'intelligence et d'intelligibilité que je le pourrais, avec autant d'humilité mais en même temps de passion. Je suis engagé, nous sommes engagés dans une aventure. Oui, on ne sait pas où elle va. Oui, il reste que nous sommes responsables de chacun de nos prochains pas. Et j'ai à nouveau la chance de me trouver en 84 à deux gros colloques, mais l'un d'entre eux en particulier, monté par une institution qui, hélas, ne fonctionne que sur le papier, mais à l'époque je croyais qu'elle fonctionnait pour de vrai, qui s'appelle l'Université des Nations Unies. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc. Non. Vous voyez le côté dramatique. Depuis leur fondation, les Nations Unies se sont payées une université qui en principe est la méta-université de toutes les universités de la planète. Oui. Il y a eu quelques gars un peu audacieux et il y a eu une équipe de gars, un Suédois, un Français, je ne sais pas qui ont, ayant perçu le concept de complexité, système complexe, finance en 84 à Montpellier, qui pouvait payer les lieux, un colloque sur le thème sciences et pratiques de la complexité. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'apparition du mot, vous voyez, sciences et pratiques de la complexité. En 84, c'était dans une instance universitaire. Rigogine, Morin, etc., von Forster, quelques grands hommes politiques notables, bon, un beau clear, un beau panel. J'ai la chance d'être embringué sur cette aventure, où d'ailleurs héberge le mot qui survit depuis mon papier, que les gens ont eu du mal à entendre, même à l'époque, l'intelligence de la complexité. Ils ont eu du mal à l'entendre parce que l'intelligence de la complexité, ça veut dire quelque chose en France, mais en anglais, c'est pas facile. Et pourtant, c'est le sens anglais du mot intelligence que j'utilise en français. J'ai l'intelligence de la situation, j'ai des intelligences avec l'ennemi, et non pas, je suis plus intelligent que vous. Donc, en tout cas, je sens là la possibilité de faire émerger dans le système d'enseignement, ça a échoué bien sûr, à l'évidence, mais c'est dans cette occasion-là qu'est né dans ma tête le fait qu'il fallait au moins tenter de réseauter. Et ce réseau MCX que vous voyez aujourd'hui est né là, dans ma tête au moins. J'avais à l'époque un petit labo assez honorable, disons, à l'université d'Aix. Donc j'avais un support logistique minimum qui permettait de réseauter. Et on tient notre premier colloque en 88. La même année, il y a à Milan, nos amis italiens, autour de Ceruti et quelques autres, font également un superbe colloque, plutôt italien, qui s'appelle la Sfida della Complessità, avec les mêmes, quoi. Mais c'est pareil, c'est là où je me suis dit c'est possible. 500 personnes à Milan pendant 2 jours, donc il y avait toutes les disciplines où j'avais rentré, je veux dire, ça, bien sûr, ça a commencé au départ par organisation, décision, gestion, informatique. Je rencontrais des gens de l'INRA, donc agronomie, je rencontrais des thérapeutes. Mon livre
technicien général, dès le 79, 80 peut-être, 80, 80, enfin ces années-là, provoque l'attention qui pour moi est stupéfiante, parce que j'étais à des années-lumière de recevoir ce courrier et cette demande et de participer à ces réunions. Vous connaissez au moins de nom Philippe Caillé. Oui, Philippe Caillé, oui, bien sûr. Philippe Caillé m'écrit, je ne sais pas du tout, moi, j'ai pour lui depuis une grande admiration. Elle m'a dit, mais c'est passionnant, c'est ça qu'on cherche. Merde, donc en effet, alors oui, et je me trouve à un colloque à Paris d'ailleurs qu'ils organisaient entre Tom et moi, oui. C'était assez marrant. Mais bon, c'est là où je réalise ce qui m'a convaincu, ce qui fait que je fais attention à ce que collectivement vous faites depuis. Les psychos, moi j'ai envie de dire les psychocliniciens pour ne pas séparer les psychiatres des thérapeutes, sont ceux d'entre nous qui professionnellement rencontrent la complexité de son paroxysme absolu, celui dont on est certain qu'on a maîtrise de il n'y a pas d'espoir. On doit faire avec l'incertitude. Il y aura toujours un gars qui partira ou une femme qui partira dans un délire onirique que je ne pourrais pas rattraper. Et ça sera peut-être moi. Donc, se passionner là-dessus, ça m'a... alors en même temps, ben, je ne vais pas baisser les bras, quoi. Je suis invité peu après à un colloque, un gros séminaire, fait par des psychiatres surtout. Et dans le cadre de la séance, alors il me faisait parler de la notion de modèle. Bon, j'étais content, parce que je pouvais mettre un peu en alternative le modèle. Mon jeu était et toujours un concept que j'emprunte à Ladrière, que vous devez situer en Belgique. Vous voyez qui c'est, Jean Ladrière. Il a lancé il vient de mourir, j'ai vu, dans le journal ces jours-ci. Un type très attachant, de mon point de vue, je crois. Le va-et-vient entre la représentation diplomatique ou la modélisation et la représentation théâtrale. Alors, dans la représentation théâtrale, l'acteur a un rôle décisif. Dans la représentation diplomatique, l'acteur doit avoir le rôle aussi neutre que possible dans la diplomatique. Il doit transmettre sans rien casser. En théâtral, l'acteur d'Hamlet, bon, c'est pas... C'est le support du métier. Voilà. Donc, il ne faut pas que je sois dupe. Je ne suis pas, en enseignant, je ne fais pas de la représentation diplomatique. Je transmets le message et je suis transparent. Vous pouvez me remplacer par n'importe qui d'autre, ce sera le même message. Je suis conscient du fait que que j'introduis mon projet dans ma traduction. Et donc, je l'intègre. Et mon point qui m'avait choqué, qui continue à me choquer, qui explique ce livre et mille autres travaux, c'est l'inconscience dans laquelle, l'inconscience pas méchante, il n'y a pas la volonté d'être inconscient, il y a l'incapacité d'être conscient du fait qu'on pêche contre l'esprit, on pêche contre notre propre dignité, dans une espèce de révolte intérieure. C'est là comment je légitime ce que je fais. Si c'est pas bien fait, c'est pas grave. La spécialisation conduit les scientifiques à une forme d'abus, entre guillemets, inconscient dans la mesure où... Tout à fait. Mais aussi les autres disciplines. Oui, j'ai pris psychiatrie parce que ça m'était étranger, parce que j'avais vu ça, et que j'avais compris alors pourquoi il était vraiment important que plutôt que de s'exciter sur la physique, la chimie ou même la biologie, il était merveilleux que les grands de la corporation, les Bateson, les von Forster, les Glasersfeld, se passionnent sur la psychoclinique. J'ai été révulsé quand j'ai entendu un de mes chers collègues, je ne vais pas vous dire son nom, dire, mais von Forster a fait une carrière, il était complètement dépassé, il ne s'intéressait plus, il n'y avait plus personne à s'intéresser à ce qu'il faisait, il n'y avait plus que les psychothérapeutes qui l'écoutaient. Je ne fais plus que m'écrire, mais t'es fou. Il a été au contraire à la pointe la plus avancée. Il savait que ça suivrait, c'est pas difficile, mais c'est moins difficile. Là, vous voyez, et je ne l'ai pas convaincu, hein, c'est beaucoup moins digne d'être prix Nobel de physique que humble soutier. Voilà un peu le cœur de mon argument, c'est ça.
modélisation systémique, finalement, c'est conceptuellement, chez Simon, chez beaucoup d'autres. J'ai trouvé chez Vinci, j'ai trouvé chez Vico, j'ai trouvé chez Valéry. Vico, c'est la Renaissance italienne. C'est la phrase de Valéry parlant de Vinci, c'est « Pour te représenter un arbre, tu es forcé de te représenter quelque sorte de fond sur lequel il se détache. Je ne représente pas vous, je représente vous dans un contexte. C'est l'interaction de vous et de son contexte que je peux percevoir. Donc toute une culture qui fait dire que je représente l'arbre avec des lignes sur une feuille blanche, et puis il n'y a rien autour, c'est que j'extrais en quelque sorte, que je sépare, que je disjoins, que je néantise le contexte. Bon alors, c'est pas aux psychothérapeutes familiaux que j'ai très vite compris que là vous aviez mis loin, enfin, collectivement, sur le point cœur. Votre patient, entre guillemets, votre interlocuteur, il voit femme, enfant, parents, voisins, télévision, etc. Enfin bon, c'était... Et donc, l'appréhender dans cette... En effet, illimité contexte, deuxièmement, pour que je puisse l'appréhender, il faut que je m'affiche à moi-même mon projet. J'aime utiliser le mot projet comme un projecteur. L'image m'aide bien, moi. J'ai en tête à tout moment, vous êtes un mur noir, vous êtes tous noyés dans un mur noir, je vois rien, tout est noir. Vous êtes là, mais tout est noir. Et j'ai moi un projecteur dont je peux faire varier les objectifs, vous voyez, la focale, la profondeur de champ, etc. Et l'intensité lumineuse, et en plus j'ai des filtres de couleurs, vous voyez, je peux... Et je me balade sur ce mur noir, je tâtonne un peu sur mon projet, où je l'ai fixé à l'avance. Je sais que... Et sur ce mur noir, vous et votre contexte... C'est vrai que je ne vois pas tout, je vois la partie que j'ai éclairée sur le mur noir avec mon projecteur. Mais je suis conscient du fait que je manipule... J'ai ma lampe sur le front, si vous voulez. Oui, et je suis conscient que je ne vois que ça. Et de temps en temps, je tourne un peu la tête, enfin, déplace un peu le projecteur pour m'assurer que, bon, il n'y a pas un gros lien très fort. Peut-être qu'il y a, ben, je louperai, j'assume mon risque. Alors, je pars pas en disant, j'ai découpé mon ciseau en tranches, et voilà, j'ai 12 tranches, et c'est terminé, il n'y a que 12 tranches, point final. Enfin, vous voyez le changement de regard. Modélisation systémique, c'est la conjonction de la vision, de l'explicitation de mon projet et de la conscience du fait que ce à quoi je m'intéresse est forcément toujours dans un contexte, un ou des contextes, qui eux-mêmes sont évoluants. Enfin, je fige rien. Après, bon, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va être conscient du fait qu'on campe, bon, c'est l'image actuelle. Je parle trop. Hein. Non, non. Comment, selon vous, le concept de la complexité, soutenu par Morin, par vous et d'autres, va un peu transformer ce champ scientifique un peu rigide? Je ne suis pas magicien ni prophète. Hein. Pour l'instant, tout ce que j'observe, à mon vif désespoir, c'est l'extraordinaire difficulté qu'ont nos élites institutionnelles et universitaires à assumer leur propre ascèse épistémique ou épistémologique personnelle. Ils ont la conviction, j'ai envie de dire, nous avons la conviction, enfin je ne peux pas me dire je suis ailleurs, il y a une chape que j'appelle celle du post-scientisme, qui consiste à dire, oui, d'accord, je récuse le scientisme, mais prenez des expressions comme le chaos déterministe. Vous avez entendu le mot, hein? C'est antinomique. On se rassure avec des mots, quoi. Prenez des expressions comme le réel voilé. Ça veut dire qu'on postule qu'il y a un réel. Mais qu'il est... Et Morin, je crois, nous a rendu un grand service à partir du colloque de Cerisy il y a 2 ans,
en campant le concept de la dualité, complexité restreinte, complexité. Alors vous voyez le cœur de l'argument. Je commence par dire, j'élabore un appareil conceptuel riche, dont je vais bien garder, moi je ne vais pas m'en priver, hein, et des formalismes divers et variés, réseaux neuronaux, etc., algorithmes génétiques, enfin bon, et j'en les implique. Pensez que tout l'argent qu'on consacre en France en ce moment à un système complexe, à la science du système complexe, c'est l'appliquer, ce qu'on a fait en mathématiques en système complexe, aux systèmes sociaux. Au lieu de partir à l'envers. Impliquons-nous dans l'intelligibilité de l'infinie complexité des systèmes sociaux et tâchons d'en faire émerger des qualités. Des formalismes, des heuristiques, des métamodèles, disons, qui nous aideront, qui seront des pilotes pour continuer à explorer. Le basculement est très très intense. Pour nous, ayons une espèce d'exigence intérieure de tenter au moins de légitimer, je veux dire, au moins que je vous expose à partir de quoi, les arguments à partir desquels les représentations du monde, les Weltanschauung, les paradigmes, prenez le mot que vous... les métamodèles, je crois qu'il y a des mots les plus importants que Morin ait produits à la fin du tome 3 ou 4, c'est du tome 4. Son dernier chapitre s'appelle la paradigmatologie. Ça fait un mot un peu savant, mais on voit bien réfléchir au paradigme dans lequel on s'inscrit. Et bien être conscient du fait que faut que je l'affiche à mes interlocuteurs pour qu'ils l'entendent. Si il est compatible, ça va. Moi, je ne suis pas gêné avec les résultats des sciences positives dès lors que je peux dire, est-ce que votre énoncé tiendrait toujours si le réel n'était pas en soi et unique, mais si c'était ma représentation du monde. Si ça tient toujours, et ça tient toujours pour l'instant, dans les cas de figure où on est placé, dans les contextes où on est, il est vrai que quand je lâche une pierre, elle tombe. Bon, j'ai un modèle, du E égale à nu, GT2, je suis bien à l'aise avec, quoi. Mais je suis encore plus à l'aise quand je réalise qu'ayant vu ça, Léonard de Vinci, il y a 5 siècles, invente ce parachute. Et la pierre, elle tombe, mais beaucoup plus lentement. Alors vous me direz, je peux vous démontrer après coup que c'est dans le réel, mais ça ne vient pas spontanément, vous voyez ce que je veux dire, etc. J'ai pris conscience à ce moment-là, pas à ce moment-là, j'ai pris conscience tout au long, et ça continue. Dès le début, les êtres humains ont eu dans leur culture, la formation, il n'y a pas d'évidence rationnelle qui m'oblige absolument à croire à une réalité unique, à un Dieu unique, à le même pour tous. Vous voyez l'argument fort. Le mot de Valérie, ma main touche et est touchée. En cela consiste le réel, et il n'est que cela. Pour moi, me suffit très profondément. Oui, ça, je sais, j'ai une expérience. Touche, ça fait mal, ça fait du bruit. Bon, là, de ça, je peux dire nous pouvons tous dire avec raisonnable certitude que j'ai cette expérience-là de réel. Et c'est pas pour autant que je dis qu'il y a un réel unique et uniforme qui s'impose à nous, qui s'est imposé avec autre. Ça ne m'empêche pas d'être intelligent. Valérie dit, la théorie de l'évolution, rien de prouvé là-dedans, mais du bien excitant pour l'esprit. Et ceci m'intéresse parce que quand je vois la façon dont on se défend contre les créationnistes, j'ai un sentiment assez désespérant de vérité contre vérité. De vérité. Les créationnistes sont vraiment au droit de dire « t'as rien prouvé, mon gars ». Alors, les évolutionnistes, donc je suis par ailleurs, j'ai le droit de dire aux créationnistes, t'as rien prouvé mon gars, t'as que les textes de la Bible qui... Bon. Donc, mais quand on dit, les créationnistes se trompent, et nous on a raison, je trouve que ça serait plus sympathique de dire, c'est vrai, ce que disent les créationnistes n'est vraiment pas très plausible, et ce que nous disons est pour l'instant communément acceptable, mais beaucoup plus plausible. Cela étant, il va varier, et il a varié.
quand je lis Piaget, et quand Piaget écrit un bouquin qui s'appelle « Le comportement moteur de l'évolution », vous vous souvenez de ce livre? C'est un livre qu'il faut lire. Alors, il pense au départ au comportement cognitif et à l'évolution du système nerveux, du système du cerveau aussi. Mais vous voyez comme c'est anti-darwiniste, ça. C'est lamarckien, si j'essaye de faire une... vous savez, c'est l'histoire de la girafe, c'est son comportement pour lever son cou, pour attraper les feuilles en haut des arbres, qui a fait que les girafes sont venues génétiquement... Mais elles ont commencé par... Bon. Et pour nous, psy, enfin pour nous et vous, psy, pour nous tous, nos comportements, en faisant, je me transforme. En me comportant, j'évolue. Plus qu'en évoluant, ça dirige mon comportement. Oui, je veux dire. Le coup, il n'y a pas de primauté de moi, je tenir les deux bouts de la chaîne, le comportement moteur de l'évolution et l'évolution moteur du comportement, moi, ça ne me gêne pas de vivre dans cet antagonisme complémentaire. Je veux dire, alors, c'est vrai que ça ne me permet pas de faire un beau théorème stable, invariant. Je suis tâtonnant sans cesse. Je crois que c'est une des très fortes idées de Morin, la dialogique. Assumer que ce qui est complémentaire soit en même temps antagoniste, que ce qui est antagoniste soit en même temps complémentaire. Alors ça me prive du clair et net. Je veux dire au sens... Vous trouvez sur le site, j'ai trouvé un texte de Vico qui dit, je crois que je cite des mémoires, la clarté est le vice et non la vertu de la raison humaine. Je vous trouverai, si vous vous promenez sur le site du réseau, oui, vous trouverez la forme. J'ai vu ça en édito il y a quelques années. Cette espèce d'exigence du clair et net, qui est si rassurante, au moins en France, au détriment du diffus. Elle est, je vous accorde sa commodité, en particulier sa commodité pédagogique, mais en termes d'heuristique, en termes de commodité. Et plus je veux être un scientifique digne, plus je dis, si c'est si clair que ça va défaillir. À mes amis un des comptes de l'affaire, c'est que les animateurs aujourd'hui en France du réseau système complexe, au sens c'est société ou programme, c'est mes anciens théseurs. Et ils se sont trouvés à Paris, Montaigne-Sainte-Geneviève, entourés de notables illustrissimes, Académie des sciences. Enfin, vous voyez l'effet corporatiste à jouer. Tu seras digne, mon gars, si tu fais des trucs que personne ne comprend bien, quoi, qu'il faut réserver un peu à une élite. Je fais la boucle, tout ça pour vous ramener sur l'histoire de comportement moteur de l'évolution, évolution moteur du comportement. C'est un phénomène de société que je crois qu'il faut souligner avec soin. Vous avez vu en France l'histoire du rapport de l'INSERM sur, comment ça s'appelle, le jeune de la délinquance. Vous avez entendu parler de ça un peu, non? L'INSERM, dans un contexte assez moche, enfin peu importe, publie un rapport disant on peut diagnostiquer avant 3 ans dans... C'est pas tout à fait les mots, mais c'est presque les mots. On peut les prédestinations à la délinquance. Moi, tout de suite, ça m'a rappelé l'histoire de la phrénologie, que j'ai abordée il y a très longtemps. Quand les psys ont commencé à me tâtonner, j'ai été voir ce que c'était. C'est affreux, la phrénologie. Vous arrivez à penser que l'université française crée un institut en 1830, 1828-30, un institut de phrénologie, qui délivrait un diplôme de phrénologue, avec dans son comité de direction Auguste Comte. Il faut avoir ça en tête. Hein, Et ce diplôme de phrénologue était assermenté auprès des tribunaux et par palpation de la boîte crânienne déterminait, c'est les mots, hein, c'est pas moi, c'est eux, le comportement moral du sujet. Alors je vous palpe la boîte crânienne et vous êtes un délinquant récupérable. Lui, je palpe sa boîte crânienne, pas d'espoir.
On rit, nous rions, mais il faut clair, penser que pendant un demi-siècle, on n'a pas eu de notre triple espèce d'exsudation, mais bien, qu'est-ce que c'est que le comportement moral d'un sujet? Bon, comment je l'appelle? C'est des mots, mais c'est pas un truc qui... Enfin, c'est pas des psys que je vais raconter. Tout à fait. Bon. Eh bien, là, on continue. Le coup du rapport de l'INSERM, c'est exactement ça. Alors, c'est plus sophistiqué, ça va être de la génétique au lieu d'être de la palpation crânienne, mais l'argument était là. Alors, il s'est trouvé dans le cas précis que l'affaire était si scandaleuse, bon, et puis qu'en plus, il y avait un conflit, c'est bien tombé en termes de conflit politique, droite contre gauche, des présidentielles et toute la sauce. Comme c'était utilisé par la droite et financé par une mutuelle qui n'avait rien à foutre avec la délinquance juvénile qui payait l'INSERM, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'INSERM? Ils ont pris 1000 articles, lui, dans le Monde, et ils ont trouvé qu'il y a 983 ou 953 qui plaidaient plutôt la thèse A et seulement 50 qui plaidaient la thèse B. Ils ont dit en compte. Enfin, c'est pas plus scientifique que ça, mais aura de l'INSERM, direction générale en tête, hein, oui. Il y a eu un sursaut du peuple. Alors bon, je présume que les réseaux politiques ont dû tuer la marmite pour que ça saute. Mais il y a quand même eu 198 000 signatures qui disent arrêtez les gars. Et pour l'essentiel des parents d'élèves. Sur les profs, les psys, les adversaires scientifiques, enfin, sûrement, tout ce petit monde s'agitant. Je ne veux pas faire que les uns soient plus vertueux que les autres, mon problème n'est pas là. C'est simplement ce sursaut culturel d'un peuple assez élevé maintenant pour dire non, tout scientifique que vous soyez, vous déconnez. Alors, permettez-moi de revenir peut-être, et pour aller tout doucement vers la conclusion aussi. Oui, bien sûr. C'est de parler en termes de... qu'est-ce qu'offre aujourd'hui le réseau que vous avez mis en place? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Comment on peut y adhérer? Et quelles sont vos attentes par rapport à une nouvelle forme de participation au réseau? Je comprends. Bon, ce réseau, je sais pas, je l'ai mis en place. Il s'est auto-mis en place. Je me trouve surtout maintenant en retraite. Tant que j'étais en activité, j'avais un peu le fonds de commerce de mon labo. Je faisais de l'abus de biens social. Bon, ça n'allait pas bien loin. Et puis, j'ai assez vite senti que l'université ne prolongerait pas mon départ institutionnel. Donc, on s'est monté en association en 1901. Et ça s'est auto-stabilisé. Le réseau, c'était des gens comme vous et d'autres, enfin, vous voyez, qui s'étaient agglomérés. Autant d'hommes dits de praticiens que de chercheurs, si j'essaye de faire un contraste symbolique, des hommes d'entreprise, un peu d'administration, des consultants, des enseignants, un peu de tout, qui étaient mal dans leur peau, comme je l'étais, et qui cherchaient à tâtonner, sans qu'aucun de nous ait cette vérité. Ce réseau donc s'est auto-constitué et s'est auto-coagulé, quelques rencontres, et c'était chemin faisant. Il y a eu 39 numéros imprimés jusqu'à ce qu'on ait pu, jusqu'à ce que la fac ne paye plus. Et puis depuis, coup de peau, le web s'est installé, et donc on publie cette semaine le numéro 40 de l'Internet chemin faisant, donc le site est très, très vivant. Alors, on s'est donné collectivement une fonction d'abord civique, c'est pas peu. Et dans ce champ immense du civisme, on s'est donné une fonction, collectivement toujours, épistémique. D'où nos deux mots-clés, une originalité civico-épistémique. Si vous voulez être un citoyen qui réfléchit à la légitimité épistémique de ce qu'il fait, vous nous intéressez, on vous intéresse. Voilà l'argument. En pratique, pour faire tenir ça, ce réseau est, comme tout réseau, très oscillant. On n'est pas comment ça s'appelle, un groupe de pression. On n'a pas de moyens et j'en suis assez content. On s'est voulu association de personnes physiques, donc il n'y a pas
la moindre institution, on ne peut pas dire que c'est l'université, l'église, l'entreprise, la fondation, machin truc, c'est nous. Bon, ça durera ce que ça durera. Il nous faudrait plutôt 150 cotisants que 100. Simplement pour faire tourner le site et faire circuler un peu de... C'est à ce niveau de... Donc il y a pour l'instant 100 personnes qui se fondent de 40 à 50 euros par an pour qu'on arrive à tenir, et on publie nos comptes, donc si vous voulez, c'est dérisoire, hein, on fait 6 000 euros par an, vous voyez, vous qui gérez votre truc, vous voyez à peu près ce que ça vous coûte, ça ne doit pas être très différent. Donc c'est assez... Mais encore une fois, on ne fait pas ça pour s'enrichir, c'est pas profit making que bon. Et alors, la force de ce réseau, ce qui nous motive, c'est que il y a, à l'heure où je vous parle, 5100 personnes qui ont envoyé leur adresse Internet pour recevoir périodiquement l'Internet, et donc de temps en temps pour se balader, pour naviguer sur le site à partir de l'appel de la lettre. L'autre point encourageant, c'est qu'il y en a 1 à 2 de plus qui s'inscrivent par jour, alors qu'il n'y en a qu'une ou deux qui se désinscrivent par mois. Vous voyez, donc ça monte. À peu près 500 personnes pas 500, adresses Internet, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, par an, qui s'ajoutent progressivement. Donc c'est la preuve pour nous que nos interactions un peu tâtonnantes, enfin, parce que quand vous naviguez sur le site, il est gros, mais il n'est pas... c'est un patchwork où il n'y a pas beaucoup de... Mais il y a les... Non, bah bon, on a mis des petits moteurs de recherche pour se promener un peu quand même, mais enfin c'est pas l'architecture claire et nette. Donc on rend ce service de co-cogitation invisible, on ne les connaît pas. Ou on en connaît quelques-uns bien sûr, mais vous par exemple si vous l'aimez. Libre à eux de s'exprimer s'ils veulent, quoi. Bon. Je crois que ça correspond un peu à un phénomène de civilisation. Il ne nous appartient pas de nous substituer aux institutions. On n'est pas un centre de recherche, on n'est pas une école de pensée. On est simplement une exigence qu'on veut... Notre éditorial porte une petite lampe. On veut garder une lampe allumée dans cette civilisation. Ça rappelle la définition de la conscience d'Edgar Morin. Il parle de la conscience, de cette lampe vacillante, voilà, individuelle et collective. Si vous voulez, c'est Morin dans l'identité humaine. Alors, on s'acharne à garder la lampe allumée, il n'y a pas des toutes petites. Donc ça nous motive, je crois qu'on rend service. Chacun de nous, ça nous auto-enrichit, je veux dire, ce genre de conversation, vos questionnements m'enrichissent. Symétriquement, moi quand je me balade, pas assez, mais... je finis ma phrase. Quand je me balade sur Village Systémique, il y a des trucs ça circule, oui, je veux dire. Quand on met le mot systémique, souvent, il y a un nouveau cloisonnement, qui est le cloisonnement thérapie familiale. Si vous approfondissez un peu, nous-mêmes, on a mis en place en Belgique une formation qui s'appelle Approche systémique et pratique de réseau, qui n'est pas du tout limitée au champ de la psychothérapie. C'est ce que vous avez écrit. Et donc, on essaye, notamment à travers le village systémique, bien que ça reste le mot systémique est fort connoté au champ psycho, on veut l'ouvrir. Un, tout à fait recevable. Deux, si vous avancez, vous nous enrichirez. C'est pas mais, c'est et. Thérapie familiale, moi je ne débine pas en soi. Ce que je souhaite, c'est, ce que je suggère, mais sans la compétence intérieure, une capacité de vos réseaux à s'exercer à leur critique épistémique interne. Travailler à bien penser, en cela consiste notre dignité. Je crois que c'est, en termes de légitimité, une réflexion. Alors vous direz, qu'est-ce que c'est que notre dignité? Si je suis capable de vous répondre, quand on se balade un peu sur le site, vous allez trouver un texte prodigieux, au moins de nom, en français, Pic de la Mirandole. Ça vous dit quelque chose? Dans vos lointains souvenirs.
l'humaniste qui, à 24 ans, savait toutes les langues de la planète, avait une culture infinie, écrivait des traités de 900 pages, se faisait persécuter par tous les résidus d'université de l'époque, était baladé entre le roi de France et Rome, qui les tuaient mutuellement, enfin une histoire après, et finalement est quasiment tué par Savonarole à Florence. Pic de la Mirandole écrit un texte merveilleux qui s'appelle en latin, je crois, Humana Dignitatis. Et merci. Et c'est un très beau texte sur la prise de conscience de ce qu'est la dignité humaine. Et ce texte, en latin et en français, est sur Internet. Et ça m'a fait 2 belles heures de lecture. Ce qu'il y a de merveilleux et d'exaltant, c'est que ça appartient à notre histoire, ça a été écrit il y a 5 siècles, ça. Bon, je vais vous donner la réponse d'Albert Jacquard. Je vais poser la question, pour vous, c'est quoi l'intelligence collective? Et il avait répondu, c'est un pléonasme. C'est un pléonasme. Est-ce que l'intelligence peut être autre que collective? J'aime bien cette réponse. J'aime bien cette réponse. Pour l'instant, hélas, c'est un témoignage assez angoissant de la difficulté qu'ont nos contemporains à s'exercer à la critique épistémique de leur propre discours. La vogue, l'intelligence collective, est quelque chose à la fois, d'une part, de merveilleux, on a des images de rêve presque qui lui sont associées, et en même temps, un sentiment d'une espèce de dégénérescence, d'emploi des mots qui n'ont plus... On fabrique du vent qui n'a plus de sens. Et si j'essaie de le rassembler, votre ami, c'était qui votre interlocuteur? Albert Jacquard. Ah, c'était un bon. C'est un absolu pléonasme. Ce que vous voulez dire, c'est la façon dont le collectif active, avive ou dégénère vos capacités d'exercice de votre intelligence à vous. Ce n'est pas un métaniveau en soi. Il n'y a pas quelque chose de plus intelligent que vous. Ou si vous préférez, prenons de l'hologrammie, l'hologramme morphié à la façon morale, l'intelligence collective est en moi, il y a l'intelligence collective, c'est le va-et-vient tout parti, vous vous souvenez de... Chaque grain de matière contient la totalité de l'univers, et tout l'univers est dans Alors, la façon dont on se véhicule, surtout quand vous lisez les définitions dans les innombrables textes, enfin les textes de Pierre Lévy, de Milo, face à gauche, c'est des définitions qui n'en sont pas. Je veux dire, c'est typiquement, c'est l'activité collective qui produit du je sais pas quoi. Enfin, impossible de manipuler. On se rassure à bon marché en s'envoyant des mots. Parlons de l'exercice de nos intelligences, assumant le fait qu'elles fonctionnent en interaction avec le reste du monde. Bon, alors je vais trouver des mots plus... les composantes interactives et socio-interactives de l'exercice individuel c'est pas la qualité de l'intelligence, c'est l'exercice de l'intelligence. J'aime pas dire vous êtes plus intelligent que moi, j'aime à dire vous êtes capable d'exercer votre intelligence. Moi, final, je suis capable d'exercer mon intelligence et je vais pas faire... vous êtes capable de manger, je suis capable de manger, je ne vais pas dire que vous êtes plus capable de manger que moi, je peux vous dire. Il y a une espèce de fascination dans ce mot. En anglais, c'est pas gênant, ils disent clever. En français, on est handicapé parce qu'on dit intelligence pour dire à la fois clever et intelligence. Oui, en anglais, clever intelligence. Il y a bien 2 composantes. Quand j'utilise intelligence, ici c'est très délibérément en prenant le mot j'exerce mon intelligence, mais pas c'est un potentiel. Être en intelligence, c'est être collectif, nécessairement. La capacité à l'exercer peut être catalysée ou inhibée par les autres. Il y a un mot de Guéhenno qui est merveilleux, avant la guerre, un pédagogue français assez connu. Croire à l'intelligence de l'autre, c'est l'épanouir, la nier, c'est la dégrader. Et tous ceux d'entre vous qui ont fait des cours, quand on a dit au gamin ou à la gamine ou au jeune, t'es trop bête, 3 fois de suite, ben, il devient bête. Alors, oui, le terme intelligence collective, pour qu'on comprenne bien, vous le remplaceriez par quel terme alors?
Bonne question. Je crois que j'y avais réfléchi, mais je viens d'oublier. En tout cas, ça serait quelque chose comme... Il y a plusieurs réponses. La première qui me vient à l'esprit, c'est restaurer toutes les solidarités. C'est le mot de Bachelard. Restaurer toutes les solidarités. Et en particulier la solidarité de nos intelligences. Quand vous dites apprenez à bien penser... ça serait plutôt la solidarisation des intelligences. Quelque chose comme ça. Solidarisation des intelligences. Ce que j'aimerais souligner, à travers ça, ce qu'on veut évoquer, c'est le fait que l'argument de la partie de tennis ou de ping-pong, si mon intelligence est en interaction avec la vôtre, mon intelligence et la vôtre fonctionnent mieux. Vous voyez ce que je veux dire bon, la relation, mais il n'y a pas un métaniveau qui est plus intelligent que moi. Les petites images assez perverses des comportements des fourmis et des termites, etc. Chacun d'entre eux est bête, mais au total, ils assument un comportement intelligent. Un comportement intelligent au regard de qui et de quoi? Est-ce que ça les rend plus heureux? J'ai un vieil éditorial qui fait râler tout le monde, mais c'est la phrase de Marx qui me sert de point de départ. Vous vous souvenez, je la cite tout le temps. L'abeille surprend par la perfection de ses cellules de cire l'habileté de plus d'un architecte. Mais ce qui fait la supériorité de l'architecte le plus médiocre sur l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. La publicité d'une énorme entreprise d'agence d'environnement qui vendait du chauffage, de la communication, du thermique, ce que vous voulez, je ne dis pas son nom, mais enfin vous devinez, faisait une superbe photo d'un nid d'abeilles et de ruches d'abeilles en train de la remplir de cire. La photo était superbe, les abeilles grignotant, ces cellules de cire avec leur perfection géométrique absolument uniforme, et on a démontré au XVIIIe siècle que toutes ces cellules de cire, c'est inouï d'ailleurs, ont toutes la même forme. Un hexagone à fond de... non, un dodécaèdre à fond rhomboédrique, voilà le mot savant. Mais du nord au sud et du début de l'histoire de l'humanité à aujourd'hui, elles ont des tailles différentes, mais toujours la même forme. C'est assez paradoxal. Et on démontre que cette forme-là est celle qui, mathématiquement, minimise la quantité de cire requise pour stocker un volume de miel. Vous vous souvenez que c'est emboîté comme ça. Donc, pour stocker une certaine quantité de miel, c'est la forme la plus judicieuse, celle qui consomme le moins de cire. D'où preuve, il faut tout optimiser, il n'y a qu'à réduire la quantité de cire que vous consommez ensemble, que vous produisez ensemble pour bien gérer la méthode. Alors, il utilise cette photo et il met en regard. Nous avons conscience du fait que les sociétés humaines, la nature a tout prévu. Elle optimise tout. Ainsi des abeilles dans leur ruche. C'est super optimisé. Les consommations minimum pour améliorer le thermique, la consommation. Alors nous arrivons, on va tout vous optimiser. Et bon Dieu, moi, si je suis abeille, et si j'ai envie de rêver, et si justement j'ai envie de faire un truc qui n'est pas comme ça, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je me contraigne? Autrement dit, cette espèce d'intelligence collective qui inhiberait mon intelligence à moi. Ce qui est sous-jacent au modèle du termite ou de la fourmi ou de l'abeille. Vous voyez, c'est peut-être un modèle de référence, je vous l'accorde, c'est un comportement possible, je ne vais pas l'interdire, mais je veux quand même être conscient du fait que ce n'est pas le seul, et que rien ne me contraint, la nature ne me contraint pas. La preuve, si je veux dire, regardez l'infinie variété des comportements humains, individuels et collectifs. Ça n'a pas fini de varier. Alors, on se donne des espèces de... on a besoin de se donner des normes pour bâtir. Je ne conteste pas. Dans l'infini des va-et-vient, l'exploration du labyrinthe, on a un épuisement cognitif qui fait qu'on cherche à poser des balises pour naviguer sur l'océan, pour savoir au moins qu'on s'écarte de la balise. Mais entre ça et puis tout couper au cordeau et nous enfermer, il y a un pas de trop. Or, derrière l'intelligence collective, il y a l'hypothèse vraiment un peu absurde que vous êtes bête, je suis bête, mais à nous deux, on produit un comportement intelligent.
des fois on produit beaucoup de conneries. Ce que je veux souligner, c'est que si ce que nous entendons par intelligence collective, c'est un plus que mon activité intelligence à moi et à vous, je me mystifie. Elle n'est collective que si je me la suis appropriée. Donc elle n'est pas plus, elle est devenue à moi, elle est devenue individuelle. Nous avons tous perdu, en Occident depuis 2 siècles, quelque chose qu'on enseignait bien avant, enfin, du temps des Grecs, et qu'on a continué à enseigner longtemps après, mais ça c'est un appel dégénéré sous la pression des églises. Mais on pouvait apprendre à délibérer. Qu'est-ce que c'est que délibérer? Disait la rhétorique d'Aristote, vous voyez, je peux vous dire, délibérer, c'est non seulement vous vendre ce que je suis en train de faire, mon point de vue, mais me mettre en situation de vous vendre mon point de vue avec assez d'enthousiasme pour être capable d'écouter votre point de vue. Et on va frotter, comme on est en train de le faire, d'une certaine façon, et lui va poser une question comme ça. Tiens, je suis surpris, ça déclic. Ah merde, c'est pas con ce que tu dis. J'intègre ça, j'intègre ça. Émerge, le point de vue A, le point de vue B émerge dans notre interaction un point de vue C. Alors, appelez ça intelligence collective, moi je veux bien. Mais d'abord, ça ne sortira pas toujours. Des fois, il n'y aura pas besoin de lui. On ne saura plus lequel de nous deux l'a fait émerger, mais elle est là, vous voyez ce que je veux vous dire. Ça s'appelle la délibération. Et le drame contemporain, vraiment profond, ça fait 30 ans que je raconte ça aux gens des sciences de l'éducation, restaurer l'enseignement de la rhétorique, restaurer l'art d'apprendre à délibérer, à ne pas avoir raison parce que je suis plus logique et plus rationnel que vous, accepter de tâtonner dans ces... et surtout en sachant, ce qui est assez rassurant, qu'assez fréquemment, de ces frottements émergent, piégés avec le mot, si vous me faites choisir entre 2 points de vue A et B, je suis sûr qu'en y réfléchissant, je vais trouver un point de vue C qui sera meilleur que A et B. Et on voit ces interfaces apparaître dans l'échange, dans la délibération, dans la palabre, si vous voulez, pour prendre un... Et pragmatiquement, c'est tout à fait faisable. Eh bien, je propose... Peut-être de prendre le risque. Question, oui, de prendre le risque de conclure. 100 000 questions. 100 000 questions. On aura 100 000 heures devant nous. Non? Patrice Eh bien, en tout cas, je voulais vous remercier au nom des personnes qui fréquentent le village systémique, qui sont de plus en plus nombreuses. Je voulais remercier de nous avoir consacré ce temps et ce partage. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation dans l'expérience du réseau MCX que nous ne manquerons pas de continuer à soutenir à travers le village systémique. Merci Monsieur Lemoine. Merci Lagdan. Bon courage à vous. Avec d'autres, je suis sensible à votre effort de tâtonnement, d'exploration sans grande certitude. Je ne suis pas convaincu d'avance que ça soit la seule bonne méthode, mais bon, vous avez essayé, j'ai accepté d'essayer. Finalement, je me suis fait piéger, j'ai beaucoup parlé.